Alors, je suis toujours avec Charles Senard pour discuter des grands leaders de l'Antiquité à partir de son livre Imperator. Et donc, dans cette deuxième partie de l'entretien, j'aimerais qu'on parle de la manière de devenir chef. Oui. Alors, il me semble dans ce que vous dites qu'on ne naît pas chef. C'est pas inné, on le devient, ça s'apprend, et notamment à travers une bonne formation. Alors, vous parlez en particulier de la rhétorique. Alors, d'abord, qu'est-ce que la rhétorique et en quoi peut-elle aider à former un bon chef? Donc la rhétorique, c'est l'art de persuader par la parole. C'est une discipline qui a été inventée en Grèce au 5e siècle, peut-être un petit peu avant, et qui a vraiment structuré intellectuellement toute l'Antiquité gréco-romaine, avec la philosophie notamment. C'est un certain nombre à la base, un certain nombre de conseils pratiques pour arriver à convaincre un auditoire ou des juges, puisqu'au début l'origine est judiciaire, et puis progressivement c'est devenu un élément fondamental de l'éducation, et notamment de l'éducation des élites. Voilà. Et il faut voir qu'on est dans une culture de l'Antiquité, où l'art de la parole a une importance considérable. On exerce, bien sûr il y a énormément de régimes très différents, mais dans un régime comme celui de la démocratie athénienne, le pouvoir qu'on exerce dépend de la capacité de chacun à convaincre par la parole une assemblée, et donc c'est tout à fait essentiel d'apprendre à le faire. Et donc ça, au début, ça semble de conseils pratiques, et puis ça a été progressivement théorisé avec un apport conceptuel majeur qui a été celui d'Aristote dans sa rhétorique. Et voilà, donc je pas trop entrer dans le détail, mais c'est vrai si on prend des grandes divisions traditionnelles de la rhétorique, il y a d'abord cette idée de réfléchir sur que dire, de quoi va-t-on parler, et donc ça c'est ce qu'on appelle l'invention. Donc c'est lié à la personne, l'idée de soi-même qu'on projette, à la qualité de ses arguments, à la qualité de l'écoute qu'on a de son auditoire. Après, que dire ensuite? Deuxièmement, dans quel ordre le dire, c'est la disposition. Ensuite, comment le dire, c'est avec quelle métaphore, avec quelle figure de style on va pouvoir le dire. Et puis dernièrement, comment être acteur, et comment le dire en effet devant un public. Voilà. Puis dernièrement, il y avait la mémoire qui était l'art de retenir tout ça. Et donc ça, c'est un ensemble de techniques qui sont enrichies au fil du temps, de cette antiquité là qui a duré plus de 1000 ans, jusqu'à être extraordinairement précis. Et voilà, et contribuer à créer tout un corpus de textes rhétoriques, un peu comme celui qu'on vient de lire, là, le panégyrique de Trajan par Pline le Jeune, est un bon exemple d'application à la perfection de règles rhétoriques. Et alors aujourd'hui, ce serait la com, non? Oui, voilà, maintenant on s'en sert, on pourrait dire qu'on fait de la rhétorique quand on fait de la com, quand on fait des activités commerciales, typiquement on doit convaincre quelqu'un, donc en réalité on se sert de techniques rhétoriques. Oui, tout ce qui est lié dans le marketing. Par exemple, dans le marketing, on essaie de comprendre un peu qui sont ses clients. Bon, ça, c'est quelque part, c'est une partie de l'invention, enfin, trouver quoi dire. Donc voilà, c'est en fait une discipline très très générale, et à laquelle on peut rattacher ce que nous on a appris à distinguer maintenant. Mais que ça a du sens, me semble-t-il, d'essayer de reconsidérer dans son ensemble à partir du motif, de l'objet principal qui est de convaincre un interlocuteur. Alors vous donnez un extrait d'un texte de Cicéron. Oui. On peut peut-être en lire un passage. Oui. La première partie, si vous oui. voulez, je vais vous laisser le faire, qui s'appelle, alors vous avez, parce que vous retitrez tous les textes, vous avez appelé ça « Découvrir et développer les potentiels », c'est tout à fait dans votre activité voilà, tout à fait. professionnelle actuelle. Tout à fait. Alors c'est page 63. Alors c'est un texte qui provient d'un dialogue de Cicéron, où il fait parler des grands orateurs de la génération qui l'ont précédé. Et donc c'est Antoine, donc un grand orateur et homme politique, qui parle.
Je suppose donc que j'ai à vous former un orateur. J'examinerai d'abord de quoi il est capable. Je veux qu'il ait une teinture des lettres, qu'il ait lu, écouté, qu'il connaisse les préceptes même de l'école. Je le mettrai à l'épreuve pour juger de ses moyens extérieurs, de sa voix, de ses forces, de son souffle, de son articulation. Si je crois qu'il peut s'élever au premier rang, je l'engagerai à tourner son activité vers l'éloquence. Je l'en conjurerai même, s'il est par surcroît un homme de bien. Tant j'estime qu'un orateur, éloquent et vertueux ensemble, apporte de gloire à une cité tout entière. Si je reconnais que malgré les plus grands efforts, il ne dépassera point une médiocrité honnête, je laisserai faire à sa guise, sans le presser trop vivement. Enfin, s'il n'a ni inclination ni aptitude d'aucune sorte, je l'avertirai de se tenir tranquille, de s'appliquer à quelque autre besogne. Celui qui a des dons magnifiques, il faut l'encourager de toute manière. Celui qui en a de passables, il faut au moins ne pas le décourager. Mes paroles auront donc en vue celui-là seulement qui mérite exhortation et soutien, et je me bornerai à lui transmettre ce que m'a enseigné la pratique, afin qu'il puisse arriver, guidé par moi, où moi-même je suis arrivé sans guide. Je n'ai rien de mieux à lui apprendre. C'est effectivement très inspirant, je trouve, pour aujourd'hui, parce que... On s'imagine sans peine dans une telle situation, dans une organisation contemporaine. Alors, dans la formation, donc, il y a l'apprentissage de la rhétorique, mais aussi il y a ce que vous dites, l'importance du mentor, voilà. Du maître. Et donc ça peut aussi être intéressant pour aujourd'hui. Voilà, oui, c'est vrai que dans l'Antiquité, il y a aussi cette idée une formation initiale, donc on va trouver dans des grandes écoles de rhétorique qui vont être réparties à différents endroits de l'Empire romain, par exemple. Et puis aussi, une fois qu'on est dans la carrière, il y a déjà cette idée de mentorat, de mentoring, et qui était très, très, très répandue. Alors bien sûr, le mentorat, en plus, c'est ça, le terme vient tout droit de l'Antiquité, puisque mentor est celui à qui Ulysse avait confié son fils Télémaque quand il est parti pour la guerre de Troie, et qui s'est chargé d'éduquer, de conseiller Télémaque. Et donc on a un certain nombre de textes où on voit ce mentorat en action, avec différents des empereurs, par exemple Marc Aurèle et son père adoptif qui lui a servi de mentor. On a aussi par exemple un texte de Plutarque que je cite qui s'intitule un traité de Plutarque qui s'appelle les préceptes politiques, et où il dit, c'est assez amusant, il dit qu'il y a deux façons de parvenir en politique. La première est de s'imposer par un coup d'éclat. Donc là on a un exemple en France assez récent de quelqu'un qui subitement arrive sur le devant de la scène politique. Et puis il y a aussi une autre approche qui consiste à gravir les échelons petit à petit. Donc là on a aussi d'autres exemples qui nous viennent, et de prendre un mentor qui soit un homme déjà reconnu et qui vous accompagne. Donc plus tard dans un certain nombre de conseils, parce qu'il faut bien choisir son mentor, parce qu'on peut avoir des gens qui vont mal vivre le fait d'avoir quelqu'un qui risque de leur faire de l'ombre. Donc il faut trouver le mentor qui convienne. Et puis après, dit Plutarque, être autour de lui comme le lierre autour d'une branche d'arbre. Donc suivre son développement. Donc, alors vous avez évoqué Marc Aurèle, il y a un texte de Marc Aurèle qui peut être intéressant de lire, si je peux le faire si vous voulez. Alors il est très long, donc on va pas tout lire, mais donc c'est un texte où il parle justement de son père et de ce qu'il en a, son père adoptif et ce qu'il en a appris. Voilà, vous avez appelé ça un père pour modèle. De mon père, la douceur et la ferme persévérance dans les décisions prises après mûre réflexion, et le mépris de la vaine gloire que l'on pourrait tirer de ce que l'on considère comme des honneurs, et l'amour du travail, et la continuité de l'effort, et la disposition à écouter volontiers ceux qui ont à proposer quelque chose d'utile au bien public, et ce qu'il y avait d'inflexible dans sa manière de répartir à chacun selon son mérite, et savoir par expérience où il faut tenir la bride serrée et où il faut la relâcher, et avoir mis fin aux amours pour les adolescents, et l'orientation de sa pensée vers le bien commun, et le fait de permettre à ses amis de ne pas manger toujours à sa table et de ne pas être contraints de voyager avec lui, et que ceux qui s'étaient absentés à cause de quelque obligation le retrouvaient toujours semblable à lui-même. Et, dans les conseils, le souci qu'il avait d'examiner les choses avec exactitude,
et son opiniâtreté dans cet examen. Mais oui, l'on ne pouvait pas dire de lui, il a renoncé à son enquête en se contentant d'impressions superficielles. Et la fidélité à ses amis, ni prompte à se lasser, ni encline à l'engouement. Et l'art de se suffire à soi-même en toute chose, et la sérénité. Et le souci de prévoir à longue échéance et de préparer à l'avance les plus petits détails, mais sans en faire un drame. Et que sous son règne aient été réfrénées les acclamations et toute forme de flatterie. Et son attention continue aux besoins de l'Empire, son admiration économe des dépenses publiques, son administration économe des dépenses publiques et la tolérance devant les critiques que l'on pouvait faire à propos d'une telle attitude, etc., etc. Voilà, il décrit son père comme un sage stoïcien, mais qui lui apprend en fait à lui-même à se comporter comme un chef responsable et travailleur. Et puis, troisième point que je voudrais aborder sur cette notion de comment devenir chef, donc après la rhétorique, après le mentor, et à la succession. Voilà. Un bon leader doit préparer ses suites. Voilà, parce qu'il y a une chose qui est de... tout dépend aussi du régime dans lequel on se trouve, bien sûr. Donc là, le régime démocratique, par exemple, ça va forcément être un peu différent que dans un régime plus ou moins monarchique comme celui de Mais à l'entreprise, ça peut tout à fait s'adapter. Voilà, exactement, tout à fait. Et donc, en effet, un rôle, une bonne partie, parce que ce que dit d'ailleurs Pierre-André de Chalandard dans son introduction, c'est que il insiste sur l'importance, en effet, de réfléchir aux successeurs qu'on va se trouver. Et donc, il y a un bon contre-exemple en fait de ce qu'il ne faut pas faire en matière de succession, qui est celui d'Alexandre le Grand, donc un des plus grands chefs de l'Antiquité, indéniablement, qui est mort très jeune, à 33 ans, et qui, sur son lit de mort, n'avait pas encore d'héritier, ou avait un héritier mais qui avait 1 an ou 2 à sa mort, et sur son lit de mort, ses généraux lui demandent à qui laisses-tu l'Empire, et il répond au plus digne, ou au meilleur, ça dépend des traductions. Et après, il s'en est suivi 40 ans de guerre civile, évidemment, parce que les gens n'étaient pas tout à fait d'accord sur quel sens ça donnait, à qui ça pouvait s'appliquer au mieux. Et donc l'Empire d'Alexandre, résultat, s'est très vite morcelé. Et donc, voilà, il y a un certain nombre de pratiques qui ont été mises en œuvre, notamment par les empereurs romains, qui ont généralisé à partir d'un certain moment la pratique de l'adoption, par exemple. Donc ils avaient un fils qui était en fait un fils adoptif, qui était une personne qui s'était distinguée par ses capacités de chef et qui prenait comme fils adoptif, et donc ils préparaient la succession. Très bien, écoutez, je vous propose maintenant d'aborder dans la troisième partie les qualités essentielles du dirigeant, mais donc avant, on va marquer une petite pause.